Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je crois que le décor est planté. On va pouvoir donc, comme vient de nous le rappeler l'animateur, rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais, puisque c'est la première table ronde et après l'intervention et le lancement donc des présidents de cette initiative, je voudrais à mon tour vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir pour cette session. Pour ce territoire de demain, faire un petit clin d'œil quand même à toutes celles et tous ceux qui ont contribué depuis maintenant quelques mois. Des équipes de la collectivité, bien entendu, ils sont au premier rang et encore aux manettes de la Fédération française des télécoms, hein, qui était aussi très investie dans ce projet. Et puis vous me permettrez d'y associer aussi, bien évidemment, toutes les équipes d'XP Fibre à travers Corsica Fibra, et puis modestement aussi les équipes d'Infranum qui, depuis de nombreux mois, préparent ce beau rendez-vous. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette première table ronde qui est vraiment consacrée à la partie fixe. On aura 3 sessions plénières, comme vous l'avez compris dans cet événement. Un sur la fibre, un sur les territoires connectés et un sur la partie mobile. Et je vais appeler à mes côtés donc 4 intervenants pour essayer de dresser un peu le portrait et faire le bilan de ces premières années de déploiement. Tout d'abord, donc Michel Godopacini, donc, qui représente la collectivité et qui va nous rejoindre. Lionel Rocorbet, qui va revenir au pupitre, juste après être descendu de scène. Zakaria Alayan, qui a déjà été cité tout à l'heure, qui va avoir la lourde responsabilité de représenter donc l'État en tant que directeur de la partie fixe mobile de l'Agence nationale de cohésion des territoires, et bien entendu donc Philippe Legrand, qui représentera la filière sur cette table ronde. Donc je vous propose de prendre place. Tu veux qu'on se mette au milieu, ce serait plus logique. Je serai au centre, c'est ça, au centre du jeu. Très heureux d'amérer cette session. On va essayer de la rendre la plus vivante et la plus interactive possible, donc à travers des questions que je vais poser donc aux personnes qui sont à mes côtés autour de deux grandes thématiques. Une première, on va dire, sur la trajectoire, à la fois trajectoire du plan et trajectoire de ce projet, et puis commencer à parler de demain. Je reprends, je fais mienne les mots du président Simeoni, qui vient de partager avec nous, et il a employé un mot, je suis très content que ce rêve devienne réalité. Il n'a pas parlé d'ambition, il a parlé de rêve, donc je crois que beaucoup d'élus, hein, il faut se replonger dans les années où les décisions ont été prises. Ça nous paraît une évidence aujourd'hui de parler de fibre dans tous les territoires. Pour être moi aussi un ex-élu, je peux vous dire que quand on a imaginé ce plan France très haut débit, on n'avait pas tout à fait l'unanimité de tous les acteurs. Et pour un président de collectivité, c'était vraiment une partie de rêve, même presque quasiment un pari, de porter une ambition, d'amener une fibre dans un territoire, comme il l'a rappelé, une île montagne. Et beaucoup de territoires ruraux ont fait ce même pari aussi sur le continent. Donc une première partie consacrée à une espèce de partie bilan ou trajectoire, et une deuxième pour commencer à imaginer demain qu'est-ce qui nous attend demain pour pérenniser donc ce plan France très haut débit. Donc je vais vous proposer deux slides donc, pour lancer le débat de cette première partie. Je crois que c'est Alexandre qui est aux manettes qui va nous enchaîner donc cette présentation, ou qui devrait être aux manettes. Ah, d'accord. Donc oui, je vais meubler, non, il n'y a pas de souci. Donc une première partie, l'idée, c'est de partager tous ensemble donc quelques grands chiffres qui ont été un peu évoqués tout à l'heure de ce plan France Très Haut Débit, dont on va bientôt fêter un bel anniversaire, et que l'on a tous ensemble co-construit. Hein. Je pense que c'est Philippe tout à l'heure qui rappelait que cette aventure, je crois que c'est un exemple de co-construction entre les collectivités, l'État et la filière industrielle.
Et cette co-construction, aujourd'hui, produit des chiffres importants. Donc, je vais vous commenter ma première diapo qui n'apparaît pas, mais que vous allez bientôt voir en visuel, à travers quelques chiffres. D'abord, effectivement, ce chiffre cocorico que rappelait le président d'Infradum tout à l'heure, si on regarde le nombre de prises déployées en France par la filière et grâce à l'investissement des opérateurs et des collectivités, on a passé la barre donc, des 6 millions de prises sur l'année dernière, alors que des grands pays européens, notamment si on se compare à l'Allemagne ou si on se compare donc, avec d'autres pays, ont du mal à atteindre 1 ou 2 millions de prises rendues raccordables donc chaque année. Deuxième chiffre qui parle de lui-même, c'est aujourd'hui bien entendu la fibre qui supplante le cuivre, hein, puisque plus de 70% aujourd'hui des locaux, entreprises ou particuliers sont raccordés sur l'ensemble des territoires français. On l'a vu tout à l'heure sur la partie Corse, même si vous avez démarré un petit peu plus tard, vous avez quasiment rattrapé le retard. Donc ces moyennes sont aussi vraies pour ce territoire. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui très clairement donc les réseaux d'initiative publique qui sont aujourd'hui le moteur des déploiements. On y arrive tout doucement à cette présentation. On le voit enfin apparaître, puisqu'on voit bien qu'entre 2020 et 2021, et l'année 2022 n'est que réalité, donc c'est bien les réseaux d'initiative publique qui tirent ce plan France Très Haut Débit, puisque 65% des prises qui sont déployées sur ce plan France Très Haut Débit sont des prises qui sont déployées dans les réseaux d'initiative publique et sur la partie donc zone AMI ou zone TD, même si les déploiements sont en cours, et c'est vrai aussi sur ce territoire, hein, puisque n'oublions pas que vous avez un autre partenaire aujourd'hui qui déploie sur les zones AMI en Corse, puisque c'est Orange qui déploie ces zones, mais c'est bien les zones RIP qui aujourd'hui sont le moteur de ces déploiements. Et enfin, deuxième considération, si on peut maintenant avoir la joie d'avoir la deuxième DAPO, c'est un marqueur très fort. C'est la première fois qu'on s'amuse à faire ce petit calcul. Et pour celles et ceux qui se rappellent quand on a imaginé les premiers réseaux d'initiative publique, c'est le taux de pénétration ou les vitesses de commercialisation de ces prises. Et là, ça parle de lui-même et on voit bien que ces rêves qui deviennent réalité, où ce pari qui a été fait par ces élus était vraiment un pari d'avenir, puisque les prises construites en 2014, les premières prises, il fallait à peu près 8 ans pour atteindre 50% de taux de commercialisation. Celle de 2018, il fallait à peu près 4 ans pour franchir ce seuil de 50%. Et on le voit aujourd'hui, les dernières prises, celles de 2020, on atteint ces vitesses de commercialisation de 50%, donc en un peu plus de 2 ans. Donc voilà quelques diapos pour dresser le portrait. Je vais me retourner maintenant d'abord vers le représentant de la collectivité de Corse pour entrer un petit peu dans le détail de cette ambition donc, qui était portée par le président, qui nous l'a rappelé tout à l'heure, nous dire un petit peu si ce rêve qui devient réalité est à la hauteur de l'ambition que vous aviez imaginée, et si vous pouvez nous faire partager les premiers impacts que vous voyez de ce projet en termes de développement économique et social. Je laisse Michel Godot-Pacini donc nous réagir, nous présenter quelques éléments chiffrés. Bonjour à tous, merci Hervé, messieurs les présidents, monsieur le directeur représentant la NCT, bonjour à tous. D'abord, je voulais réagir à ce que tu disais, Hervé. C'est effectivement à la fois un rêve, c'est l'ambition, mais le président a aussi rappelé la nécessité de la réalité, du concret. Et ce concret, c'est même là, on a eu un petit délai pour pouvoir projeter, c'est la fibre, c'est jusqu'à l'usager. Et l'usager, je crois que Stéphane Maté de Corsica Fibre et Alex Vican chez moi l'ont tiré jusqu'ici. Donc c'est quelque part, il ne faut pas oublier le défi. À la fin, c'est un projet industriel, mais au service d'usagers professionnels, d'usagers citoyens.
du territoire de Corse, ou des territoires, puisque territori, c'est les territoires de demain. C'est un projet, effectivement. Alors, j'étais au Salon de l'Innovation, il n'y a pas très longtemps, au Salon européen à Vivatech. Et moi, en fait, je suis directeur général adjoint des services, mais je suis censé m'occuper d'innovation. Ben, le numérique, ça en fait partie. Et le numérique, c'est un projet ici, on traite d'un projet public, industriel, public-privé, mais derrière, il y a quoi? De la communication. Je crois qu'on a du YouTube, on a des moyens télécoms et on communique en ce moment. C'est plus tard des usages immédiats, mais aussi des usages à venir, notamment d'objets intelligents, de nouveaux métiers du génie civil. Et donc, globalement, pour répondre à ta question, oui, derrière, il y a du concret. Donc, c'est un projet, un gros projet, c'est de l'ingénierie, c'est quelques équipes, parce qu'en fait, il y a les représentants de la filière ici, et d'ailleurs, c'est important pour nous cultiver le déploiement de filières, notamment en Corse. C'est un projet économique, avec quelques acteurs et quelques équipes. Financièrement, c'est gros. Dans le temps, c'est long, c'est 30 ans, avec d'abord un déploiement jusqu'en 2024, puis un maintien en conditions opérationnelles pendant toute la durée de la délégation. Et derrière, oui, c'est de l'investissement de l'industriel, c'est de l'investissement public. 52 millions d'euros, avec une grande partie financée par l'État, via la NCT, le FSN, mais aussi une petite partie avec le PEI, notre programme contractualisé pour la Corse, et c'est 17 millions d'euros pour la collectivité de Corse. Alors concrètement, vous avez puisqu'on va rentrer aussi dans les chiffres, c'est-à-dire je dézoome ou je rezoome là, à date, voilà l'état de l'art. Alors on a 47 nœuds de raccordement qui ont été posés sur 72, donc globalement on va vite. Globalement on va plutôt vite, malgré la crise, malgré le Covid, malgré l'Ukraine. Et globalement, contractuellement, on n'est pas mauvais. Ça a été rappelé par les différents présidents tout à l'heure. Donc, nos gros nœuds de raccordement, nos plus petites infrastructures avec les 417 points de mutualisation, c'est-à-dire on voit, hein, on dépasse à la fin de l'exercice 4, enfin la 4e annuité, les objectifs initiaux. Et à la fin, à date, c'est plus de 100 000. On a passé le cap des 100 000 prises commercialisables. Alors, on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est pour l'avenir, ou pour, j'allais dire, Hervé, c'est à l'usager, pour l'instant, c'est que 20 000. C'est que 20 000. Donc, j'ai appris avec joie que Free et Bouygues arrivaient. Donc, quelque part, c'est une émulation, même si la maison mère, les Rouges aussi sont intéressés, mais on le voit là, hein, on a l'opérateur historique et on a SFR. On aimerait bien qu'il y en ait plusieurs autres qui arrivent. Parce que ça permet, parce que quelque part pour l'instant, l'activation de la prise, c'est-à-dire l'abonnement, le vrai, c'est 20 000. C'est bien, c'est le taux de pénétration, mais là, quand on parle comme ça, on parle un peu techno. Il faut aussi parler vis-à-vis de l'usager, et le président Siméon, bah souvent il est appelé, et quand on déploie, les gens ils regardent la carte, ils regardent Corse Matin, et ils disent mais chez moi, je m'abonne quand? Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est aussi l'enjeu, on en parlera sans doute tout à l'heure au cours de la table ronde, et ça, je pense que c'est assez important. Voilà, bon, on a 60% des prises attendues à côté, on a plutôt une bonne qualité. Nos meilleurs testeurs, ben justement, c'est les opérateurs, les FAI, avec un taux de, je crois, qui est de 90% de raccordement. Alors on me dit, ok, bon, opérationnel, nous aussi on va contrôler tout ça, on va auditer, mais pour l'instant les opérateurs sont contents de la qualité du produit industriel livré. On est à 78% de moyenne nationale, donc on est plutôt pas mauvais. Après, quelque part, au-delà, parce que là, on parle de la filière, j'ai envie de dire, et je cède la parole, Hervé, juste pour répondre à ta question aussi, c'est au-delà. C'est du concret, c'est compliqué. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a des contraintes de l'île Montagne, des contraintes de génie civil, des contraintes d'amiante, il y a des coûts. Les élus nous posent des questions très concrètes. Est-ce qu'on peut enterrer? Comment on fait? Comment on accompagne? Il y a beaucoup d'acteurs.
Et derrière ces acteurs, il y a les gros opérateurs, mais il y a aussi des sous-traitants. Et derrière les sous-traitants, il y a une activité économique au sein de l'île qui se développe, des métiers. Je crois qu'on est à près de 300 apprentis, avec des CDD ou des CDI à la clé. Hein. Ce n'est pas du précaire, c'est des métiers parce qu'à la fin, il va falloir entretenir ce réseau, il faut le déployer, il faut l'entretenir et on a formé des gens. Voilà, à date, c'est un bon bol d'air, cette DSP pour la collectivité. Mais j'insiste, Hervé, je crois que on a une ambition digitale dans le cadre de ce déploiement qui va être évoqué dans l'atelier dédié à Smarties, ou la ambition de souveraineté. Je crois que le président a cité la CITEC, c'est-à-dire avoir un opérateur qui nous permet d'avoir des serveurs solides, de pouvoir déployer peut-être notre propre stratégie RGPD. On a une ambition de connexion, il y a des câbles sous-marins, on a une politique d'investissement sur le sujet, et après on a des usages. Le président a rencontré il y a quelque temps les représentants de la filière BTP, c'est quelle est la politique de la collectivité pour accompagner ce déploiement de la fibre et du très haut débit. Il y a des nouveaux métiers, il y a un impact sur les autres filières, les bâtiments connectés, les nouveaux enjeux. Voilà, donc oui, opérationnellement, c'est très concret. Voilà. Merci Michel pour ces premiers éléments très concrets. On a vu même s'afficher ce que représentait ce projet en termes d'emploi et d'heures d'insertion. Hein. J'insiste sur ces points-là, c'est un peu la vertu de ce plan France Rébi, hein. Simplement 2 chiffres peut-être pour vous rappeler ces enjeux tout à l'heure sur la partie emploi-formation. Et on reviendra tout à l'heure sur les enjeux de souveraineté et d'avenir. Lionel, je me retourne à nouveau vers toi. Tu as commencé à donner 2-3 chiffres, mais peut-être rentrons un petit peu dans le détail pour nous présenter à la fois l'acteur ISPEC Fibre dans ce plan France Rébi, peut-être un zoom bien évidemment sur la partie Corsica Fibra. Et puis je crois on attend des éclaircissements un peu précis. Tout à l'heure, tu nous as fait une annonce sur l'arrivée, donc sur un taux de pénétration qui va accélérer. Je pense qu'il y a pas mal d'agents, de personnes dans la salle qui attendent un petit peu d'éclaircissement sur ces annonces. Merci Hervé. Alors, juste quelques présentations, une petite présentation d'XP Fibre pour ceux qui ne nous connaisseraient pas encore dans la salle. Je pense qu'il y en a peu maintenant, mais globalement aujourd'hui, XP Fibre, c'est le premier opérateur indépendant de fibre optique en France. Hein. Notre raison d'être, notre mission, notre mindset du petit déjeuner jusqu'à l'apéritif le soir, c'est déployer de la fibre et déployer de la fibre. Notre mission, c'est ça, c'est vraiment déployer, puisqu'on est dans la phase initiale du réseau, la construction, mais on n'est pas des constructeurs de réseau, on est avant tout des opérateurs d'infrastructure, et l'opérateur d'infrastructure, sa mission, c'est déployer évidemment le réseau, mais surtout l'exploiter, le commercialiser et faire en sorte que ce socle qu'on a construit sur le territoire bénéficie aux particuliers, aux entreprises. Et ça rejoint tout à fait, je dirais, la volonté de la collectivité, et des collectivités de manière générale, puisque voilà, on ne construit pas un réseau pour faire de la construction, on fait de l'aménagement numérique du territoire. Et l'aménagement numérique du territoire, une des composantes, c'est la construction du réseau. XP Fibre, c'est un acteur engagé. C'est un acteur engagé auprès des territoires, à la fois dans des zones purement privées, puisqu'il y a la fameuse zone d'Itami, où on déploie un certain nombre de prises, un peu plus de 2,7 millions de prises. Et puis, il y a tous les partenariats publics-privés qu'on a réalisés, qu'on a contractualisés, comme ici en Corse, avec l'ensemble des territoires, que ce soit au travers de délégations de services publics ou plus récemment dans le cadre de projets d'AMEL, d'appel à manifestation d'engagement locaux, où les déploiements sont financés exclusivement par l'opérateur privé, sous le regard bienveillant et sous le pilotage bienveillant de l'État, bien évidemment. Ce sont des réseaux neutres, je l'ai précisé tout à l'heure, et je vais revenir dessus, mais ce sont des réseaux qui ont vocation à accueillir l'ensemble des opérateurs télécoms, les grands FAI que vous connaissez, ou les opérateurs d'entreprises plus modestes qui sont plus confidentiels, mais qui répondent à un enjeu fondamental pour toutes les entreprises, pour tous les particuliers. C'est-à-dire qu'on est sur un réseau de substitution.
Aujourd'hui, il y avait le cuivre qui nous permettait de répondre à un certain nombre d'enjeux, notamment le DSL. Vous avez tous un abonnement ADSL, ou presque tous un abonnement ADSL, mais les entreprises avaient des abonnements SDSL, et puis quand vous étiez bloqué dans un ascenseur, vous appuyez sur un bouton et ça appelait quelqu'un, et tout ça, ça passait par le vieux réseau cuivre. Tous ces enjeux-là, il va falloir qu'on y réponde avec le réseau en fibre optique demain. Donc aujourd'hui, la première des résultantes de ce réseau en fibre optique, c'est l'usage grand public, celui qu'on identifie tout de suite. Mais on travaille tous aujourd'hui, parce que territoire de demain, c'est aussi territoire des usages de demain, mais qui peuvent déjà exister quelque part, et qui vont passer par ce réseau-là, qui vont connecter les antennes 5G du groupe Altice, par exemple, ou d'Orange sur le territoire, parce qu'on va avoir besoin, au travers de la 5G, de débit très important. Demain, la voiture autonome qui communiquera avec les antennes 5G ne pourra communiquer que s'il y a une très faible latence, et donc s'il y a du très haut débit. Et donc, il va falloir connecter toutes ces antennes. Mais les panneaux à message variable qui indiquent qu'il ne faut pas jeter une cigarette quand on se balade dans la route entre Ajaccio et Bastia, eh ben, seront aussi pilotés par la fibre optique. Donc, tous ces usages-là, forcément, on va les retrouver dans les territoires de demain par les usages. On a aujourd'hui un enjeu, je vous l'ai dit, de 7 millions de prises à construire sur le territoire national. C'est un enjeu conséquent puisque en France, hors des zones très denses, on a à peu près 29 millions de logements, 30 millions de logements à couvrir. Ça veut dire que ces 7 millions, puisque notre cœur d'intervention se positionne uniquement sur les zones moyennement denses, c'est une part de marché sur les 30 millions, de 7 sur 30 millions, donc qui est très conséquente, puisque aujourd'hui on est à un peu moins de 25%, à peu près 25%, puisque c'est 7,2 exactement, de prises, 7,2 millions de prises à construire, avec un enjeu d'aménagement du territoire. Alors, cette société, c'est effectivement la rencontre d'un industriel, Altice, et de fonds d'infrastructure. Ce sont des milliards d'euros qui sont investis par XP Fibre tous les ans, à peu près un peu plus d'1 milliard d'euros tous les ans qui est investi sur le territoire. Et donc le groupe Altice s'est adossé à des partenaires, Allianz, AXA, que vous connaissez bien, hein, puisque c'est vos assurances vie qui sont placées sur l'infrastructure télécom. La volonté de ces assureurs, notamment, Omers étant un fonds de retraite canadien pour les pompiers de l'Ontario, la volonté de ces assureurs, c'est d'être dans la pérennité. Et on est en train de construire un réseau qui est là pour 40 ans. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont adossés à nous, c'est que les territoires de demain qu'on est en train de construire ont besoin d'un socle solide. Et l'infrastructure fibre, c'est l'infrastructure de substitution, c'est l'infrastructure de demain. On ne construit pas une infrastructure à fin 2024 pour qu'elle ne soit plus là dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est l'infrastructure de demain. Et on va parler résilience tout à l'heure, parce qu'il va falloir que cette infrastructure, elle reste en place. Elle reste en place. Alors, très rapidement, et on va passer sur ces slides, mais vous voyez le panorama de couverture aujourd'hui où on est présent. Donc, c'est 35 sociétés qui ont été créées, dont Corsica Fibra. Et aujourd'hui, on a sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui, déployé près de 5,3 millions sur les 7,2. Donc ce 80% dont on parle, on y est au niveau d'XP Fibre. Enfin, nous, on est au-delà du 70, on est presque à 80%. C'est plus de 3,7 milliards d'euros qui ont été investis à la fin du mois de mai depuis 4 années. Donc un investissement colossal sur les territoires, au bénéfice des territoires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces 5,3 millions de prises déployées, il y a 2,3 millions de clients. On parlait de l'adhésion et des 50% et de la manière dont on va atteindre les 50%. Aujourd'hui, ils y sont, ces 50%. Ils sont là, ils viennent, ils basculent sur les réseaux, ils basculent sur les différents opérateurs. Et on apporte aujourd'hui, évidemment, les 4 opérateurs nationaux sur l'ensemble des réseaux, mais plein d'opérateurs régionaux. Alors la Corse, aujourd'hui, c'est 275 millions qui vont être investis au niveau du groupe XP Fibre, 52 millions investis par la collectivité au travers de subventions publiques. À date, les 102 000 prises construites, donc au 1er juin,
On revoit les chiffres de NRO, c'est bien, on est cohérent, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On a les mêmes chiffres entre la collectivité et le constructeur, ça me rassure. Et c'est 93 000 logements qui sont d'ores et déjà éligibles à la fibre. On a, vous voyez, au travers de cette carte qui évolue, une évolution du déploiement. Vous voyez comment le déploiement, depuis mars 2020, est en train de mailler le territoire. Alors, évidemment, on a commencé par les zones côtières, qui sont peut-être les zones les plus faciles à faire, en tout cas les plus denses, celles qui nous ont permis d'apporter ces 100 000 prises à février 2022, à date. Mais on est en train de créer le socle du réseau qui va nous permettre de remonter dans la montagne. Et ça, c'est la difficulté de l'île Montagne. Vous l'avez souligné, le président l'a souligné. On a cette difficulté à créer du réseau, à faire du génie civil. Et je tiens à remercier encore une fois les services de la collectivité de Corse, mais également notre concurrent et pour autant partenaire Orange, puisqu'on utilise ces fourreaux, ces infrastructures, et EDF Corse, avec qui on travaille vraiment main dans la main pour faire en sorte de travailler en co-construction de ce réseau. C'est la sollicitation des élus locaux, c'est des travaux de génie civil qui sont faits entre EDF Corse et Corsica Fibra pour monter dans les villages, qui nous permettent vraiment d'avoir des déploiements très, très bien réalisés. Et aujourd'hui, on ne reviendra pas sur les enjeux, ou on va revenir très prochainement sur les enjeux et tout au cours de ces 2 jours. Mais globalement, le développement économique est fondamental. Ça va permettre à nos startups corses de pouvoir, encore une fois, s'ouvrir sur le monde extérieur, de bénéficier de débit. On discutait de l'hébergement des serveurs en Corse aujourd'hui qui sont encore beaucoup trop chers. L'accès au très haut débit, la fibre optique à la maison pour les entreprises va permettre ce genre de développement locaux et de permettre de développer tous les usages de la Smart Insula, notamment, et faire en sorte qu'on ait l'ensemble des besoins qui sont adressés au travers de cette DSP. Alors je reviens sur un point particulier. Free a signé, Bouygues également a signé au cours de l'année 2022. Ils ne sont pas encore présents. Ils sont en train d'installer leurs équipements, puisque nous, on livre des tuyaux quelque part quand on construit le réseau. Orange a mis ses équipements depuis le début du déploiement. Free est en train de mettre en place ses équipements. Bouygues a passé ses premières commandes également pour mettre en place ses équipements. Donc on aura évidemment les 4 opérateurs sur le réseau dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je pense qu'à Noël, on aura de beaux cadeaux sous le sapin, puisque les box se vendent plutôt bien à Noël aussi. Donc voilà, ça va permettre d'adresser l'ensemble des 93 000 logements, et on sera encore plus loin après la période estivale, puisque les déploiements ne s'arrêtent pas pendant l'été, même s'il y a beaucoup de touristes en Corse. Nos équipes techniques seront au quotidien sur le terrain pour continuer les déploiements dans les prochaines semaines. Moi, j'en ai terminé pour la présentation de Corsica Fibra et de l'évolution à date. Merci beaucoup, Lionel. On reviendra tout à l'heure effectivement sur les sujets qui sont devant nous. Vous les avez commencé à les évoquer tous les deux. Je vais me retourner donc vers Zakaria Alayan. On a parlé depuis le début que ce beau projet, ce beau plan, c'était une co-construction. On a entendu les collectivités, on a entendu un acteur majeur, XP-Fibre, dans ce plan France Très Débit. Je vais me tourner maintenant vers l'État. On le sait, le précédent gouvernement avait fait de cet aménagement numérique une priorité nationale. On avait d'ailleurs signé avec le gouvernement, donc, pour la première fois, une filière des infrastructures numériques. Aujourd'hui, les infrastructures numériques est une filière à part entière et se réunit d'ailleurs très régulièrement sous la présidence donc, de Nicolas Guérin, donc, qui est le secrétaire général d'Orange. Grâce à cette impulsion. Quel est aujourd'hui le regard de l'État, le regard de l'ANCT, qui est un petit peu la vigie de ce plan France Très Débit, et peut-être, parce qu'aujourd'hui on a été très positif, mais peut-être est-ce qu'on a encore quelques petits cailloux dans la chaussure ou quelques petites préoccupations du quotidien à régler? Merci Hervé. Alors, je n'ai pas de slide, j'ai quelques notes. Vous parlez, tu te moques pas de moi, je mets mes lunettes parce que bon, l'âge venant, voilà, ma lecture de proximité est un petit peu affaiblie.
Oui, enfin, Bien le micro. oui, pardon. Ça a été dit plusieurs fois. La France est aujourd'hui en première place de chacun des classements européens de déploiement de la fibre. C'est excellent, c'est une excellente chose. Et on est ravis parce que c'est un travail collectif. Et quand je dis un travail collectif, ce n'est pas l'État seul. On n'aurait rien fait seul. C'est les collectivités, ce sont les opérateurs, ce sont l'État, les services de l'État, et ce sont tous les sous-traitants qui ont permis cela aujourd'hui. Je me permets quelques petits rappels. Le plan France Très Haut Débit avait plusieurs objectifs. Un premier objectif à 2020 de très haut débit pour tous. Très haut débit, ce n'est pas une solution technique, ce n'est pas la fibre spécifiquement. C'est toutes les solutions qui offrent au moins 30 mégabits par seconde. Donc l'objectif à fin 2022, le très haut débit pour tous. En 2020, le gouvernement a décidé de donner un nouvel objectif au plan France Très Haut Débit. Ce nouvel objectif, c'est la généralisation de la fibre. Et ça à 2025. C'est extrêmement ambitieux. Et la dynamique qu'on a installée, on en a parlé plusieurs fois, il contribue. Et je reviendrai sur quelques chiffres dans quelques secondes. 2021 était une excellente année. Enfin, ça a été dit, tu l'as dit, Hervé. 2021, c'est 5,6 millions de locaux qui ont été rendus raccordables. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, à date, donc à fin mars, pardon, pas à date, mais à fin mars 2022, ce sont 72% des locaux de l'ensemble du territoire qui sont raccordables à la fibre. C'est une excellente chose. Et tout cela, cette dynamique nationale, encore une fois, c'est un effort collectif. Et donc, encore une fois, bravo à tous, collectivités, opérateurs, services de l'État. C'est absolument formidable. Dans le transparent que Hervé, tu nous as présenté une information hyper intéressante. On a bien vu la dynamique. Les premières années du plan France Très Haut Débit étaient portées par l'initiative privée. Et là, on voit la transition. On a vu la transition en 2021. Je cite un exemple, 2 chiffres, sans trop vouloir vous assommer de chiffres. Au premier trimestre 2022, ce sont 1,1 million de locaux qui ont été rendus raccordables. Et sur ces 1,1, ce sont 700 000 locaux qui sont issus des territoires ruraux. Ce sont issus des zones d'initiative publique. Ce sont des fibres des RIP. C'est absolument excellent. Donc cette transition, je ne vous cache pas qu'à un moment, à l'ANCT, on était un peu inquiet. Est-ce que la transition pouvait avoir lieu efficacement ? Manifestement, oui. Et donc on souhaite que cette dynamique qui aujourd'hui dans les territoires ruraux continue et ne s'arrête surtout pas. Alors on est en Corse, vous nous avez invités. Merci beaucoup. En tout cas, merci à la Corse, à la collectivité de nous accueillir aujourd'hui. Merci aux organisateurs également. Et je voudrais dire un mot à la Corse et surtout à la collectivité pour son ambition, l'ambition de son projet. Et je vous félicite. Je vous félicite d'avoir porté un projet de 100% fibre dans la zone d'initiative publique. C'est une excellente chose. Ça veut dire que vous avez fait le choix ambitieux, et pas anodin, de dire qu'il n'y aura pas un local qui n'aura pas accès à la fibre. Ça, c'est vraiment... Enfin, vous aurez compris que l'ANCT ne peut qu'accompagner une telle ambition. Cette ambition, évidemment, on l'accompagne de plein de manières. On est à vos côtés, on est aux côtés du syndicat, et de manière aussi très concrète, financièrement. On a un petit peu évoqué, je me permets de donner un chiffre, celui de l'État. Donc ce sont près de 35 millions d'euros apportés par l'État. Et sur ces 35 millions d'euros, ce sont grossièrement, entre guillemets, si vous me permettez, 29 millions d'euros portés par l'ANCT et 6 millions d'euros portés par la préfecture. Donc, vous l'avez cité, Michel, tout à l'heure, par le PU. Alors, la préfecture est là, est présente aussi, est représentée dans la salle, parce que c'est aussi un acteur pour nous. Vous êtes un acteur déterminant aussi dans la mécanique globale du déploiement. Ça a été dit par votre président, ça a été dit par tous. Je ne vais pas dire que le plus gros reste à faire, mais en tout cas, il y a un vrai challenge industriel. Enfin, incontestablement. Pourquoi ? Parce que la Corse, vous l'avez tous dit, c'est un territoire insulaire, mais c'est aussi un territoire montagneux. Donc, évidemment, il reste beaucoup à faire, il reste des choses pas évidentes, mais reconnaissons que le premier trimestre 2022, avec 20 000 locaux rendus raccordables, est un excellent trimestre. Donc, bravo, je me tourne vers tous les deux, collectivité et XP Fibre, bravo, parce que 20 000 locaux, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'objectif de 2024 est à portée. Vous êtes dans une excellente dynamique. Donc voilà, je ne peux pas dire autre chose que bravo. Donc, je serais ravi de suivre avec autant d'attention les chiffres du deuxième trimestre et des prochains trimestres. Alors Hervé, tu m'as posé une question, tu as parlé de cailloux, voilà, ou de préoccupations, je ne sais pas comment on peut dire les choses. Moi, je dirais plutôt des points d'intention. Nous avons évidemment au niveau national, nous, ANCT, quelques points d'intention. Globalement, on est attentif. On est attentif parce que si la dynamique globale est très bonne, disons-le, on l'a déjà dit plusieurs fois, elle n'est pas uniforme. Il y a quelques territoires dans lesquels la dynamique n'est pas aussi bien installée qu'ailleurs.
où la production industrielle n'est pas encore installée. Et ces territoires, l'ANCT les accompagne particulièrement. Vous avez tous compris que la Corse n'en faisait pas partie, sinon je n'aurais pas exprimé des choses comme ça. Mais reconnaissons qu'il y a des territoires qui, aujourd'hui, demandent un peu plus de soutien de l'État. Et c'est normal, c'est le rôle de l'ANCT. Dans les autres sujets d'attention, il y a pour nous un vrai sujet d'attention qui est les déploiements en zone privée. On a parlé de la transition privé-public, c'est excellent. Je ne veux surtout pas imaginer un scénario où le ralentissement en zone privée soit trop fort. Je veux que le domaine privé, zone AMI, zone AMEL, ZTD continue et aboutisse, en fait, aille jusqu'à son terme. C'est essentiel pour nous. On ne peut pas, là encore, imaginer qu'on ait de nos concitoyens qui soient durablement éloignés de la fibre. Alors après, il y a un petit côté assez étonnant et peut-être presque satisfaisant. Il y a quand même des zones dans le territoire, des zones rurales, qui sont mieux fibrées que des zones denses. Voilà. Donc, voilà, il y en a quelques-unes comme ça. Bon, c'est une réalité. Donc, c'est peut-être un message aux opérateurs, mais pas à XP Fibre particulièrement, mais à tous les opérateurs. On compte sur vous pour continuer votre dynamique dans les domaines privés. Enfin, dernier sujet d'attention, c'est la qualité. Vous l'avez cité tout à l'heure, la qualité des déploiements. Pourquoi je parle de qualité des déploiements? Parce que cette dynamique est excellente, elle ne peut pas se faire au dépens de la qualité. C'est inenvisageable. Lionel, tu l'as dit, ce sont des réseaux pour plusieurs dizaines d'années. Ce sont des réseaux, c'est les réseaux de référence de demain, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que la fibre sera l'outil de demain. Je me permettrai une comparaison un peu triviale, mais qui, j'espère, n'est pas tout à fait fausse. Lorsque nos prédécesseurs, dans les années 70, ont déployé le cuivre, je pense qu'ils n'imaginaient pas qu'en 2020 ou 2022, on passerait des flux vidéo à l'intérieur du fil de cuivre. Donc ça, c'est quasi certain. Donc je fais l'hypothèse, humblement, qu'aujourd'hui, nous n'anticipons pas les usages qu'on aura de la fibre en 2050. Et dites-vous bien les choses, mais elles sont très simples. La qualité d'aujourd'hui, c'est la performance des réseaux de demain. Donc on a une exigence forte en termes de qualité, on y est particulièrement attentif. Et comment on y est attentif? Très simplement, parce qu'on écoute les territoires. Alors vous avez des indicateurs assez simples. Vous connaissez le jeu de la concurrence, elle a plein de qualités, la concurrence. Si des concurrents, des opérateurs commerciaux devaient ne pas trouver une solution technique qui fonctionne, ils le manifesteraient très vite et le taux d'échec apparaîtrait de manière manifeste. Donc c'est un premier indicateur. Ce n'est pas le seul, mais c'est un premier indicateur. Par ailleurs, nous, côté ANCT, nous n'hésitons pas à engager des audits. Nous le faisons, nous menons des audits et nous continuerons à le faire. Et on fera toujours en lien avec la collectivité. On travaille main dans la main avec les collectivités, c'est l'ADN de l'ANCT. Mais vous comprenez qu'on ne lâchera rien sur la qualité. C'est déterminant et c'est, encore une fois, les réseaux de demain dont on parle. Je te rends le micro. Merci beaucoup, Zakaria, pour cet éclairage. Puis, donne l'occasion de faire une parfaite transition avec mon dernier intervenant pour cette première série de questions. Donc, Philippe Legrand, donc pour Infranum. Donc, effectivement, on l'a dit depuis quelques temps, derrière cette ambition portée par les collectivités et cette énergie mise par les opérateurs d'infrastructures pour déployer ces réseaux, c'est toute une filière qui s'est mobilisée, donc qui est pleinement mobilisée avec les chiffres qu'on a entendus tout à l'heure. Donc, est-ce que cet objectif de généralisation donc est bien aujourd'hui à portée de main? Et puis, pour revenir peut-être sur des sujets d'actualité que Zakaria a commencé à évoquer, quelles sont aujourd'hui les actions très concrètes qui sont mises en œuvre sur ces sujets de qualité, et notamment ces sujets de qualité de raccordement, même si on a vu tout à l'heure que la Corse était aussi un territoire d'excellence. J'ai bien noté le petit chiffre qui était tout en bas à gauche d'un des slides, mais je pense que Philippe l'a vu aussi, il reviendra tout à l'heure. Oui, merci Hervé. Effectivement, la généralisation est à portée de main. Elle l'est parce que la filière a su s'organiser partout en France, dans les territoires. Vous, ici en Corse, vous l'avez aussi organisé. On a rappelé, et c'était extrêmement éloquent, le nombre d'heures de formation, de qualification, des emplois locaux pour que la mobilisation puisse être totale autour de cet objectif. C'était une condition indispensable. La filière est au rendez-vous, et elle est au rendez-vous en Corse également, et j'ai envie de dire, au vu des résultats excellents que nous entendons aujourd'hui, et notamment les résultats du premier trimestre, elle est vraiment au rendez-vous, tout particulièrement chez vous. Alors, l'industrialisation est là, la généralisation est à portée de main.
Pour autant, nous n'ignorons pas que les dernières prises seront les plus complexes à réaliser, hein, bien entendu. Et je ne vais pas, c'est pas à vous que je vais apprendre la topographie de votre magnifique territoire et l'ampleur du challenge qui est face à vous. Alors certainement, il y aura des difficultés à aller jusqu'au bout. Et c'est la raison pour laquelle nous avons alerté, et je profite de la présence de Zakaria Alayan à côté de moi, nous avons alerté l'État, notamment dans les propositions que nous avons formulées à l'occasion des élections présidentielles pour la République française, en demandant à ce que le gouvernement prenne en considération le nécessaire accompagnement financier pour aller chercher ces dernières prises sur les raccordements complexes. L'observatoire que nous avons rendu public le 1er juin dernier, l'observatoire Infranum 2021, estime, l'observatoire de l'année 2021, mais publié en 2022, estime qu'il y aurait 670 000 prises qui resteraient en souffrance à l'horizon 2025 si nous ne trouvons pas de solution adéquate. Cette estimation est à prendre avec des pincettes, ce sera peut-être plus, peut-être moins si nous sommes intelligents ensemble. Et l'État a annoncé le déblocage d'une enveloppe nationale de 150 millions d'euros pour accompagner cet effort. Nous saluons cette enveloppe et nous la jugeons insuffisante. Il faut aller bien au-delà pour trouver les clés financières pour développer ces prises les plus complexes. Je ne sais pas de combien de prises nous parlerons vraiment ici en Corse, mais assurément, il y aura des efforts particuliers pour tendre vers les 100%. Nous avons tous un objectif de 100% en 2025. Essayons de nous en approcher au maximum. Je ne vous promets pas qu'il soit réaliste de le faire à enveloppe constante et sans accompagnement ni dispositif financier particulier. Pour cette dernière prise, je réitère l'ambition collective qui consiste à atteindre 100% de raccordement en fibre optique en 2025. N'oublions pas malgré tout que le très haut débit, c'est aussi d'autres technologies. Certaines technologies permettront d'attendre pour les foyers qui ne seraient pas raccordés en fibre optique à cet horizon-là. Après, sur la question de la qualité, je voudrais, et je le fais à chaque fois, rappeler à quel point ce succès français dénote aujourd'hui en Europe, à quel point cet exploit que les collectivités, les entreprises et puis l'État ont réussi collectivement, à quel point il est exceptionnel. Mais pour autant, nous avons déployé, nous déployons en 5 ans, 4 ans ici. Ça a commencé en 2018, Lionel, tu le rappelais. En 4 ans, vous aurez atteint un rythme de déploiement et un taux d'achèvement exceptionnel, alors qu'il a fallu 50 ans pour le réseau cuivre, qu'il a fallu 70% pour le réseau énergie. Alors certes, ça ne se fait pas sans heurts. Il y a encore des difficultés. L'industrialisation est en marche. On dispute à la fois une course de vitesse et en même temps nous préparons un sprint, une course de fond. Donc un sprint et une course de fond. Et donc du coup, il nous est parfois difficile de conjuguer l'urgence et la pérennité. Et donc la qualité vient avec l'industrialisation, elle vient en marchant, et il y a des taux d'échec de raccordement, comme il y avait des pannes aussi, des difficultés sur le cuivre. Et là, nous avons travaillé durement ces derniers mois pour répondre aux exigences de qualité et améliorer la qualité des raccordements. C'est un travail qui ne concerne pas que les opérateurs commerciaux, ni les opérateurs d'infrastructures, mais aussi l'ensemble de la filière. Et nous avons bâti 4 dispositions pour réussir à atteindre cet objectif. Je salue d'ailleurs à ce titre le concours précieux et fort utile de la Fédération française des télécoms aux côtés d'Infranum sur la confection et le parachèvement de ce plan. Le premier élément de ce plan, vous le savez, consiste dans la labellisation et la formation de nos entreprises. Faire en sorte que les entreprises qui interviennent soient suffisamment équipées, qu'elles aient suivi les bons parcours de formation et que les intervenants disposent d'une carte professionnelle. Un travail collectif entre les opérateurs d'infrastructure notamment et les opérateurs commerciaux. Le deuxième point, c'est le contrôle des déploiements, vérifier par la communication des plannings qu'on puisse diligenter tous les contrôles nécessaires en temps voulu lorsque les entreprises interviennent sur le terrain. Ce contrôle est salutaire et permet de tirer vers le haut les exigences de qualité données à tout le monde. Et le troisième point, c'est la documentation technique du réseau pour veiller à sa bonne exploitation, et ça passe par le fait que le compte-rendu d'intervention doit être complet, uniforme, contractuel entre les différents intervenants, et ça permet d'industrialiser et de solidifier l'ensemble. Il y a un quatrième point, c'est que dans cette rapidité de déploiement, il est vrai que certains points de mutualisation ont fait l'objet parfois d'axes de vandalisme, ou bien ont été dégradés à mesure que les interventions venaient se succéder à un rythme effréné. Il convient de reprendre ces points de mutualisation, et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc il y aura un plan de reprise au niveau national de ces points de mutualisation pour les moderniser. Donc ce plan qualité est un plan qui est complet, qui est ambitieux, qui ne va pas réduire à zéro
tous les échecs de raccordement, toutes les pannes qui surviennent sur le réseau, mais qui vont drôlement améliorer malgré tout la vie des administrés, la vie des raccordements. Nous avons l'ambition d'aboutir rapidement tous à la mise en œuvre de ce plan. Nous avons déjà beaucoup travaillé et j'espère bien avoir bientôt que les opérateurs infrastructures, les opérateurs commerciaux et l'ensemble de la filière pourront annoncer des choses collectivement sur la mise en œuvre de ce plan. Vous voyez que nous ne sommes pas inertes, mais il fallait, et n'oubliez pas que si aujourd'hui nous pouvons célébrer la 100 millième prise raccordable en Corse, c'est aussi parce que nous avons réussi à, avant tout, relever le défi de la rapidité. Et en plus du défi de la rapidité, nous ajoutons celui de la qualité. Et je peux vous dire d'ailleurs que nous travaillons maintenant à celui de la pérennité, puisque ces réseaux vont durer très longtemps, 40 ans, 50 ans, peut-être plus, et qu'il faut anticiper l'avenir. La pérennité a fait l'objet, le 22 juin dernier, de la communication du rapport d'une étude dont nous parlerons juste après. Merci beaucoup pour ces compléments et ce premier tour de table. Je vais peut-être me tourner vers le public avant de passer à la deuxième partie de cette table ronde. Peut-être certains ou certaines d'entre vous avaient une ou plusieurs questions à nos intervenants. Si vous avez une question, elle est la bienvenue avant de passer donc à la deuxième partie. Est-ce qu'il n'y a que des timides dans la salle ? Ou est-ce que vous réservez pour la deuxième partie? Non, pas de questions pour l'instant. Je vous laisse réfléchir. On va rapidement passer donc à la deuxième partie de cette table ronde. Donc après cette trajectoire, regardons un petit peu ce qui est devant nous, quels sont les sujets, à la fois pour les opérateurs, pour la filière dans son ensemble, mais aussi pour les collectivités, pour enraciner ce plan France Très Haut Débit. Philippe Legrand en a parlé tout à l'heure. Donc à l'occasion de l'Observatoire, on a proposé donc une nouvelle devise de partager tous ensemble, industriels, opérateurs, collectivités, État, une nouvelle devise pour ce plan France Très Haut Débit autour de 3 mots qui nous sont chers, que sont égalité, pérennité et solidarité. On a proposé à ce nouveau gouvernement qui s'installe donc d'adopter cette devise et de faire face donc à ces 3 sujets. Donc c'est quoi derrière le sujet de l'égalité se cache effectivement le sujet de raccorder tous les Français. Jusqu'à maintenant, c'était un objectif. Maintenant, on parle d'extinction de cuivre, donc c'est plus un objectif, c'est une exigence. Et derrière cette exigence de raccorder tous les Français, il y a effectivement de vrais sujets. Je sais que la NCT y a travaillé, on va en parler dans quelques instants. On a refait un chiffrage lors de cet observatoire grâce à, et je les remercie à travers Lionel, tous les opérateurs d'infrastructure nous ont donné les premiers chiffres hein, qui remontent de l'ensemble de leurs données en termes de construction. Derrière ce mot de pérennité, bien évidemment, on le sait tous aujourd'hui, comme vient de le rappeler le président, ces réseaux ont été déployés avec... dans un timing très court, en empruntant des chemins qui existaient déjà, en faisant notamment des déploiements très souvent en aérien sur la partie territoire ruraux. Donc la sécurisation de l'ensemble de ces infrastructures déployées sont nécessaires. Je pense que Philippe y reviendra puisqu'on a effectivement, avec la Banque des Territoires, produit une étude qu'on a sortie la semaine dernière sur ces enjeux de pérennité, de grand plan national que nous appelons de nos voeux. Et puis bien évidemment, on le sait, et vous l'avez rappelé tous les deux tout à l'heure, la construction c'est bien. La vie de ces réseaux sur les 30, 40, alors je ne sais pas pourquoi 40 ou pourquoi 30, c'est les durées des DSP. 40, c'est souvent le chiffre mais j'espère qu'ils dureront bien plus longtemps, que ce réseau fibre durera bien plus longtemps. Donc on le sait, pour exploiter durablement ces réseaux d'initiative publique, il y aura certainement des sujets de solidarité. Il y a déjà des initiatives parlementaires qui avaient été prises. Il y a même un fonds qui avait été créé, le fameux fonds d'aménagement numérique des territoires, et ça me permet de saluer donc, le représentant de la FSCCR qui est parmi nous, c'est M. Pintan qui avait porté cette loi au Sénat. Mais il y a aussi des possibilités de tarification. L'ARCEP avait permis et avait imaginé de pouvoir effectivement adapter les tarifs suivant les zones. Donc voilà ces grands enjeux qui sont devant nous. Si on passe à la diapo
derrière, on s'est permis d'imager un petit peu ce plan avec cet arbre qui a bien poussé. On l'a tous vu, hein, il a poussé même plus vite qu'on l'avait peut-être imaginé. Par contre, n'oublions pas, puisqu'on parle de durable, c'est que pour qu'un arbre continue à fleurir, il faut des racines solides. Et effectivement, c'est ces racines qu'on vous propose de construire tous ensemble, d'imaginer tous ensemble au travers de cette devise. Et puis enfin, un dernier défi et dernière diapo, on en a parlé tout à l'heure rapidement, on s'est amusé à un petit jeu à travers cet observatoire cette année, c'est d'imaginer comment seront répartis ces emplois. Aujourd'hui, la filière, c'est à peu près 40 000 ETP. Vous le voyez, sur ces 40 000 ETP, aujourd'hui, il y en a 25 000 qui sont dédiés vraiment à la partie construction. On a essayé de se projeter avec l'aide d'une enquête assez précise auprès de tous les acteurs pour voir comment on pourrait être répartis ces dizaines de milliers d'emplois demain. Et on le voit à échéance 2025, la remontée qui nous sont faits. Donc on voit que la partie construction, c'est pas un secret, va maigrir, hein, puisqu'on trouve à peu près à horizon 2025 à peu près 10 000 personnes consacrées à ce volet construction. On en voit un volet grossir, bien évidemment, c'est tout ce qu'on appelle la vie des réseaux, qui pourrait, dès l'échéance 2025, représenter à peu près 15 000 ETP. Et puis, les métiers de demain, dont on commençait à parler tout à l'heure, l'emprise de la radio, hein, qui est très importante, mais aussi de toute la partie data center, smart, tous les métiers de demain qui montent de plus en plus et sur lesquels nous avons aussi des responsabilités pour mettre en place des nouvelles formations. Sachez qu'avec l'État, nous venons de signer il y a quelques mois un nouveau dispositif d'accompagnement pour basculer sur de nouvelles formations avec nos partenaires de la FFT, mais avec d'autres fédérations réunies au sein d'Objectif Fibre. On travaille justement avec l'État pour mettre en place ces formations et ces métiers de demain. Et vous voyez que dans sa petite animation côté gauche, cette partie pérennité qu'on imagine avec un grand plan national pèserait fort, puisqu'on l'a chiffré aux alentours de 7 000 ETP pour les années qui viennent. Donc voilà quelques chiffres pour lancer le débat. Et je vous propose peut-être de faire un nouveau tour de piste. Ça vous permettra peut-être de réfléchir à quelques questions dans la salle. Et je commencerai peut-être cette fois par Lionel, ce petit tour de piste. Quels sont, pour un opérateur d'infrastructure, les défis et les enjeux en termes de pérennité? Et puis, quelles sont plus particulièrement les problématiques que l'on voit surgir sur des territoires insulaires ou sur des territoires de montagne, parce que vous êtes présent sur d'autres territoires qui sont aussi très montagneux, XP Fibre. Et puis surtout, comment XP Fibre commence à se projeter sur la fin de cette phase intensive de déploiement. Merci Hervé. Alors, une chose est sûre, on parle de 3% de raccordement complexe, donc on estime à 3% de raccordement complexe, et l'État, comme ça a été souligné, a mis 150 millions d'euros pour aider à financer ces raccordements complexes. Ce qu'il faut appréhender, c'est qu'on a une très grande hétérogénéité des raccordements complexes. C'est-à-dire qu'il y a des territoires où les infrastructures mobilisables sont existantes, c'est-à-dire qu'il y a des fourreaux ou il y a des poteaux qui sont d'ores et déjà en place. Et donc, on va avoir assez peu de raccordements complexes à réaliser. Alors, c'est vrai notamment dans les zones très denses et dans les zones amies. Mais il y a des territoires où, historiquement, le câble a été déployé en pleine terre. Et donc, le cuivre, en fait, qui sert à la prise téléphonique chez l'habitant, est raccordé et ne passe par aucune infrastructure mobilisable. Et là, on a une problématique. L'enjeu premier, avant même de parler de pérennité des réseaux, c'est justement comment on arrive à atteindre ce raccordement de l'ensemble des abonnés. Parce que sinon, on va avoir des échecs de raccordement. C'est-à-dire que, et c'est pas parce que le réseau est mal construit, dans l'absolu, c'est parce que la typologie même du raccordement empêche, et des infrastructures mobilisables empêchent le raccordement de l'abonné final. Alors, je pense que ça a été souligné, 3%, on estime globalement que c'est à peu près 3,3 milliards d'investissements
pour faire l'ensemble des raccordements, si on voulait faire l'ensemble de ces quelques centaines de milliers de raccordements complexes. Et c'est vrai que 150 millions apportés par l'État, c'est un premier geste, mais il est très largement insuffisant. Et c'est vrai que ce geste-là, il s'adresse aux délégations de services publics. On oublie tout un pan des déploiements qui sont réalisés sur le territoire, puisque ni les zones AMI, ni les zones AMEL, qui d'ailleurs ont la même typologie que les délégations de services publics et que les DSP qui sont lancés dans la ruralité, ne bénéficient de ces 150 millions. Donc on a un problème de fond, c'est que si on veut raccorder tous les Français, si on veut pouvoir éteindre le cuivre à un moment donné avec la technologie FTTH pour 100%, alors d'autres technologies existent, il ne faut pas oublier les technologies radio ou satellitaires qui peuvent exister, mais on a quand même une meilleure qualité de service au travers de la fibre optique, et donc plus on voudra aller loin, plus derrière, il faudra être conscient qu'il va falloir mettre de l'argent sur la table et il va falloir financer ces sujets-là. Et c'est vrai que ces financements ne sont pas prévus chez les opérateurs d'infrastructure, ces financements ne sont pas prévus au sein des collectivités, ces financements ne sont pas prévus au sein de l'État. Donc on a un premier sujet, c'est comment on adresse ce raccordement pour tous. La seconde étape, c'est de dire ces réseaux, on les construit pour une durée longue. Alors pourquoi 40 ans? C'est parce que l'amortissement technique financier est de 40 ans quand on fait de la fibre optique. Mais globalement, on sait que la fibre peut durer bien plus longtemps. Il y a les premières fibres transatlantiques, d'ailleurs, ne devraient pas tarder à atteindre ces durées de vie. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est comment on fait en sorte que ce réseau qui va supporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité de nos usages, mais tous nos usages demain passeront par ces tuyaux-là. Comment fait-on en sorte que ce réseau qui va supporter l'intégralité de nos usages soit protégé? Protégé évidemment des intempéries, protégé évidemment des vandalismes, protégé évidemment d'une fragilité particulière des réseaux. Et donc il faut travailler à un grand plan qui d'ailleurs permet par ailleurs de conserver un niveau d'emploi dans la filière. On en a parlé tout à l'heure et on le voyait sur les slides. Il faut travailler sur un grand plan sur la résilience des réseaux. Et un des axes majeurs, c'est évidemment l'enfouissement. Dans les zones rurales, aujourd'hui, dans les zones les plus rurales, 60% des réseaux sont déployés sur des infrastructures aériennes. Ça veut dire qu'il y a un point de fragilité et elles sont déployées sur les infrastructures aériennes pour une raison simple. On a déployé les réseaux comment? On a suivi le cuivre. On n'a pas réinventé la poudre. On a suivi l'infrastructure cuivre qui allait dans toutes les maisons et qui nous mettait à disposition les infrastructures mobilisables, c'est-à-dire les fourreaux quand Orange avait déployé, enfin France Télécom à l'époque avait déployé des fourreaux, mais surtout des poteaux. Et plus on va dans la ruralité, plus il y a de poteaux déployés. Et donc, la fibre optique, elle s'est déployée mécaniquement et naturellement sur les infrastructures mobilisables. Aujourd'hui, on se rend compte que ces infrastructures sont extrêmement sensibles, parce que fragiles, parce que sujettes à du vandalisme, parce que sujettes à des sabotages. Vous avez tous entendu parler il y a quelques semaines d'un grand sabotage national qui a eu lieu sur des backbones des opérateurs nationaux. Une action coordonnée qui a visé à couper les grandes lignes entre Paris-Lille, Paris-Strasbourg, Paris-Lyon sur le territoire national, qui a isolé plusieurs millions de clients pendant des heures. On est sur des infrastructures essentielles et sensibles. On est d'autant plus sensible dans les zones de montagne qu'on est assujetti à des phénomènes climatiques importants. Alors, dans le périmètre des DSP XP Fibre, on a la chance d'avoir des territoires divers et variés, des territoires de montagne, des territoires ultramarins. On a pris un cyclone il n'y a pas longtemps en Martinique. Forcément, les infrastructures souffrent. Quand on a des coups de vent, on en a souvent sur l'île, forcément, les appuis aériens souffrent. Donc, à la fois, on est allé vite, à la fois, on a fait un déploiement de qualité, mais on sait qu'on a ces points de fragilité. Et là, on est plutôt dans une échelle de valeur qui est de l'ordre de 10 milliards d'euros si on veut enfouir à peu près 50% des appuis aériens.
et 20 milliards si on veut enfuir l'intégralité de l'infrastructure. Et donc là, il faut qu'on se pose aujourd'hui la question de est-ce qu'on veut s'engager dans un grand plan décennal minimal, parce que ça prendra au moins 10 ans pour faire ce genre d'opération, mais est-ce que collectivement, est-ce qu'avec l'État notamment, avec les partenaires privés, on veut s'engager dans un plan décennal de fiabilisation, de sécurisation et de pérennité de nos réseaux. Et donc l'enjeu fondamental pour nous aujourd'hui, c'est le déploiement certes, mais le demain de nos réseaux. Et encore une fois, on est sur les territoires de demain. Les territoires de demain, ils passent aussi par la fiabilité de l'ensemble des réseaux qu'on a pu déployer aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel pour ces premières précisions. Alors, je me tourne vers le représentant de l'État. J'ai proposé tout à l'heure une nouvelle devise, égalité, pérennité, solidarité. Pour un représentant de l'État, je pense que ça fait écho, bien évidemment. La triple républicaine ressort dans le représentant de l'État. Quelles sont les premières réflexions, les premières conclusions même, puisque vous avez étudié notamment la partie complétude. Est-ce que les autres sujets, donc la partie solidarité et donc équilibre des RIP et sur la partie pérennité, est-ce que déjà des réflexions sont en cours au niveau de l'État? Oui, pour la dernière partie de la question, mais je reviendrai dessus. Permettez-moi de revenir sur le sujet d'abord du plan France Très Haut Débit. On a parlé de ses objectifs tout à l'heure. Maintenant, voilà, on a avancé. Là, maintenant, c'est plutôt la réalisation. Et même, je me permets aujourd'hui de parler de réussite. La réussite du plan France Très Haut Débit, il me semble, ne peut s'envisager. Enfin, la condition nécessaire, pardon, à la réussite du plan France Très Haut Débit, c'est à la réussite de ces raccordements. Pour des raisons très simples. Le raccordement, c'est la dernière étape, c'est l'aboutissement des travaux de tous, enfin de notre action collective, de nos efforts collectifs. C'est par ailleurs la seule étape visible du grand public. Le grand public appréciera cette politique publique qui a été mise en place au sein des collectivités, au sein de l'État, sur la base de cette dernière marche, de ce dernier maillon. Donc, on doit y porter une attention toute particulière. Et enfin, il est d'autant plus déterminant ce raccordement que c'est la matérialisation d'une promesse politique. Politiquement, nous en porter, vous, collectivités, nous, État, une promesse. Si, in fine, on n'est pas en mesure d'offrir ce raccordement dans des conditions satisfaisantes à nos concitoyens, on n'aura pas tenu cette promesse politique. Donc, pour nous, il n'y a pas de débat. Le réussite du plan, c'est la réussite des raccordements. Alors, pour cela, il faut assurer deux choses. La première chose, c'est la qualité des raccordements. Et là, je rejoins ce qu'a dit Philippe, c'est exactement cela. C'est un sujet essentiel. Vous l'avez pris en main et on vous en félicite, en tout cas nous, État. Il faut absolument que ça se traduise. Vous imaginez bien que toutes les décisions, Philippe, que tu as décrites, toutes les actions que vous menez, toi et tous tes membres, régulièrement, voilà, des collectivités viennent nous voir en nous disant bon, à quand les effets ? Voilà, c'est un peu ça la question que me pose tout le temps, c'est à quand les effets ? Est-ce qu'on verra les effets de tout cela à court terme ? À moyen terme, alors bon, nous notre discours il est assez clair, c'est oui il y aura des effets concrets et toute l'ambition qu'on a voulu porter sur la qualité de raccordement va porter ses fruits. Donc on n'est pas inquiet, on voudrait juste que ça se matérialise très vite. Alors après, on a parlé de la qualité, maintenant parlons de l'effectivité. C'est bien ça le fond du sujet. L'effectivité du raccordement. Garantir le raccordement pour tous, c'est essentiel, mais en même temps ça suppose surmonter toutes les difficultés que vous avez pu évoquer, celles que tu as évoquées, Lionel, c'est-à-dire rejoindre les locaux les plus difficiles à raccorder. Et il y en a. Il y en a, tu as décrit quelques situations, effectivement. Il y en a aujourd'hui dans le territoire. Je ne porte pas de jugement sur le déploiement du cuivre dans les années 70. Il fallait faire vite, il fallait faire bien. Des choix ont été faits. Et aujourd'hui, on constate que malheureusement, on n'a pas toujours d'infrastructures de génie civil mobilisables. Donc maintenant, on doit le réaliser. Et pour cela, c'est le sens de l'action du gouvernement. Et c'est pour ça que le gouvernement a mobilisé la Direction générale des entreprises et l'ANCT pour mettre en place un nouveau dispositif. Vous avez déjà parlé. On l'a appelé raccordement complexe. En fait, il s'agit d'un nouveau dispositif c'est un appel à projet de création de génie civil. C'est ça le sujet. Donc l'État viendra prendre sa part et viendra financer une part de la création du génie civil là où il est absent. Alors effectivement, on ne porte un regard aujourd'hui que sur les zones RIP, que sur les territoires des RIP que l'on a financés dans le cadre du plan. Et ça ne couvre pas les zones AMES, ça ne couvre pas les zones AMI, ça ne couvre pas tous les territoires qui ne sont pas couverts par le plan, effectivement. Par ailleurs, ça ne couvre aujourd'hui que le domaine public. La question peut se poser aussi de s'interroger, je la pose aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais
dans le domaine privé. Est-ce que on doit laisser porter au seul propriétaire ou occupant d'un logement le raccordement dans son domaine privé? Ça, c'est une vraie question pour nous. Alors attention, je ne parle pas d'un financement public pour aller raccorder les 2 kilomètres de voies qui emmènent à un château. Ce n'est pas ça le sens de mon expression. Mais probablement qu'il y a des gens qui ont peut-être qu'ils en ont besoin et qui n'ont pas aujourd'hui peut-être. On pourrait imaginer peut-être un dispositif sous condition de ressources qui en permettrait peut-être à la puissance publique d'aller aider aussi ces gens à avoir la fibre. Parce que c'est ça aussi notre sujet, c'est donner accès à la fibre. Mais ça, je referme ça, c'est des idées que nous avons à l'ANCT, que nous portons, mais ce sont des décisions politiques qui arriveront, mais je reviendrai sur ces questions de décision politique. Donc je reviens au dispositif, raccordement complexe. Effectivement, ce sont 150 millions d'euros. Alors j'ai entendu vos messages. Je les ai entendus plusieurs fois, on en parle aujourd'hui, on a mis en consultation publique, tout le monde nous a dit la même chose. Association de collectivités, association d'opérateurs, ce n'est pas assez, c'était le message, c'était le maître mot. Mais écoutez, nous, on a ces 150 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. On est heureux de les avoir, on s'est battu. Quand je dis battu, parce que ça fait partie du jeu. Voilà, quand le ministère du Budget gère intelligemment, efficacement sa ressource, eh bien, chacun des entre guillemets acteurs, des opérateurs consommateurs, comme c'est le cas pour l'ANCT, on doit en faire entendre notre voix. On doit être votre voix à ces instants-là pour pouvoir emporter quelque chose. On a obtenu 150 millions d'euros et on pense pouvoir faire des choses utiles avec. Aller au-delà, aujourd'hui, moi, je ne peux pas en parler. Enfin, vous l'aurez compris, vous l'aurez tous intuité. Je ne sais pas en parler parce que c'est une question. Enfin, c'est une question qui se pose et c'est surtout une question qui va se poser au nouveau gouvernement, en fait. C'est à lui de s'interroger. Et ça me permet de faire la transition vers tous les autres sujets que vous avez pu évoquer. On parle de la résilience. Effectivement, investir autant dans les réseaux, c'est une excellente chose. Et l'État, vous avez compris que l'État faisait sa part de l'effort. Encore faudra-t-il se garantir qu'il puisse durer et soit il répond à notre besoin, il répond à tous les besoins d'aujourd'hui et de demain pour les prochaines dizaines d'années, je l'ai déjà dit. Et effectivement, la question de la résilience des réseaux est un sujet au sein de l'État, une réflexion. Nous, on y réfléchit, nous, NCT, et on pousse des idées. D'autres acteurs publics donc, aussi poussent leurs idées. La Banque des Territoires a un projet qui mérite, auquel une attention particulière est utile, il me semble. Leur projet a un sens. Et donc, c'est probablement sur la base de toutes ces idées que pourrait émerger quelque chose. Alors là encore, je vais vraiment vous décevoir, j'en suis bien désolé. Je ne vais pas vous faire d'annonce. Très simplement parce que je ne suis pas ministre, donc, mais ça vous le saviez déjà. Mais surtout parce que voilà, c'est justement le sujet, il me semble, d'arbitrage du nouveau gouvernement. Si tu m'accordes encore une minute, Hervé, je voulais juste dire un tout petit mot sur quelque chose de très concret qui est la base adresse locale. Ça a l'air de rien, on en parle beaucoup, et pourtant c'est déterminant. C'est déterminant parce que c'est la condition du raccordement. On a besoin collectivement d'avoir une base adresse locale sur l'ensemble de notre territoire et encore sur l'ensemble des communes concernées, de l'ensemble des communes de Corse. C'est de la compétence communale. En revanche, je comprends que vous, collectivité, comité de massif, être actif, tout le monde voilà, contribue, accompagne, aide les communes pour cela. Et j'en dirai pas plus, juste pour pointer le fait que ce sera un des sujets qui sera évoqué demain dans un atelier auquel participe la NCT. Donc voilà, le sujet base adresse locale, il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment emporter, accompagner, aider chacune des communes pour avancer sur ce sujet. Merci, effectivement, ça fera une partie donc de l'atelier qui se réunira donc demain matin, tous ces sujets très concrets dont la balle fait partie. Je me tourne vers Philippe, on l'a tous compris, on annonce toujours nos chiffres et on est fiers d'annoncer, de battre à chaque fois les chiffres, le nombre de prises raccordables construits chaque année. Tout ça, quand on est à 70%, on sait très bien que le pic, derrière le pic, va arriver donc, pour les industriels qui déploient la partie décroissance. Donc l'enjeu emploi pour la filière est un enjeu, j'imagine, prédominant pour le président d'Infranum. Quels sont les défis et quelles sont surtout les pistes de travail sur lesquelles vous avancez ? Oui, merci Hervé. Juste un mot d'abord pour rebondir sur les propos de Zakaria Alayan et le remercier l'État de sa contribution active, de son financement, aussi insuffisant soit-il. Hein, bien entendu, on est toujours en train de demander de l'argent à l'État, mais pour autant, rien n'aurait été possible sans cette organisation qui a été pensée et qui fait beaucoup d'envieux, hein, au-delà des frontières françaises.
Donc je ne voudrais pas uniquement être celui qui explique que 150 millions d'euros pour les raccordements complexes, ça ne sera jamais assez et qu'il faudrait 10 fois plus. C'est déjà très appréciable d'avoir cet accompagnement-là. Effectivement, la suite se prépare maintenant. Nous sommes en pleine course sur les déploiements effrénés sur le plan France Très Haut Débit. Et pour autant, il nous faut penser à demain, et ça fait déjà quelques temps qu'on le fait. Et ça sera d'ailleurs peut-être une transition avec la table ronde suivante. Mais sachez que tous ces emplois qui sont formés dans les territoires, de gens qui ont parfois changé de métier, sur lesquels on a capitalisé, que nous avons recruté, accompagné, cette valeur-là, il serait extrêmement dommageable de ne pas en profiter et il serait irresponsable de ne pas se soucier de leur avenir. La courbe, Hervé, que tu as montrée, qui est issue de notre observatoire, illustre à quel point la transformation de ces emplois va être opérée dans les prochaines années. Nous avons aujourd'hui, sur les 40 000 à peu près emplois consacrés, 38 000 consacrés au plan France Très Haut Débit, pour ne parler que de cela. Je ne parle pas de toute la filière, juste ce projet du plan France Très Haut Débit. L'essentiel concerne les déploiements. Demain, la migration entre le déploiement et les raccordements sera plus forte, et surtout, nous capitalisons et nous anticipons sur les chantiers d'avenir. Les chantiers d'avenir sont divers et variés. Le premier d'entre eux, sur lequel nous investiguons beaucoup, c'est les territoires connectés et durables. Et ces territoires connectés et durables suscitent un grand engouement. Pour la première fois dans notre observatoire, nous avons intégré la vigie des territoires connectés, qui illustre à quel point les collectivités, les maires sont soucieux de porter des projets de développement, vous savez, ces fameux projets Smart City, mais en même temps qu'ils ont l'ambition de le faire, la caractérisation de la nature du projet, les facteurs clés de succès ne sont pas maîtrisés encore par les collectivités. Nous sommes donc encore en phase d'incubation. Il nous faut collectivement, tant par les pouvoirs publics que par la filière, être en situation de pouvoir proposer des modèles d'intervention publique. On voit bien d'ailleurs que quelques projets phares demeurent et focalisent l'attention des collectivités, comme l'éclairage public, l'eau, les transports ou les capteurs atmosphériques. Il y a donc un modèle à faire émerger pour que massivement les projets de territoires connectés et durables se développent. Ces projets-là feront appel à des compétences très proches de celles dont nous disposons aujourd'hui partout dans les territoires. Ce sont des emplois non délocalisables, bien entendu, et nous pourrons capitaliser là-dessus et en même temps assurer l'avenir de nos ouvriers, de nos salariés. Premier axe d'envergure, mais il y a aussi d'autres axes, comme les data centers de proximité. Sachez qu'en France, nous avons un record du nombre de data centers de proximité. On en a 262. Et ne serait-ce qu'en 2022, si on ne recense que les seuls projets de déploiement, on va augmenter de 20% ce nombre. Au FTTH Council, on avait l'occasion d'intervenir à une table ronde sur les data centers et cette petite revue de la dynamique de marché dans les autres pays révélait que la France, là aussi, et c'est une surprise, est quand même un des fers de lance du développement des data centers. Il y a aussi, bien sûr, tous les projets autour des déploiements des infrastructures mobiles, avec la 5G qui arrive, qui sont bien sûr autant de sources de potentiel de développement pour nos entreprises. Et je terminerai avec un dernier point qui ne concerne qu'une petite partie de la filière, mais qui quand même la concerne. Quand je dis une petite partie de la filière, une petite partie des emplois, c'est le développement international. On ne va pas demander à quelqu'un qui fait du déploiement d'aller déployer en Allemagne ou en Angleterre ou en Afrique, mais pour autant les bureaux d'études, toutes les personnes qui conçoivent les réseaux sont mobilisées de plus en plus sur les projets à l'export. Je rappellerai que ne serait-ce qu'en Angleterre ou en Allemagne, 25% des prises construites le sont avec le concours d'entreprises françaises, et je ne parle pas des projets nationaux africains sur lesquels les entreprises sont très impliquées, notamment au sein d'Infranul. Nous avons plus de 220 membres, peut-être bientôt 230, et plus d'un tiers de nos entreprises exportent déjà peu ou prou, et il faut accompagner ce mouvement. Donc l'avenir sur l'emploi, c'est avant tout l'avenir de la filière et la capacité que nous aurons à faire émerger ces nouveaux marchés. Nous avons aussi besoin d'un accompagnement. Alors je sais qu'on s'en remet souvent à l'État et aux collectivités, mais quand même nous aurons besoin de cet accompagnement pour qu'une fois de plus nous jouions collectif. Je voudrais juste faire un appel. S'agissant de la pérennité, Lionel Henri Corbet a parfaitement décrit les enjeux de la pérennité et les contours d'un plan. Je voudrais juste faire un appel. Nous appelons les collectivités à se mobiliser. On a rendu notre étude le 22 juin dernier, l'étude sur la résilience, qui est téléchargeable sur notre site. Au-delà de cela, cette étude caractérise de façon générale les approches, nous aimerions disposer de collectivités moteurs pour engager des schémas locaux de la résilience, c'est-à-dire des études très particulières, territoriales, pour nous aider à concrétiser
et mettre des chiffres derrière toutes ces actions. C'est un appel que nous faisons régulièrement. 2 collectivités se sont déjà portées candidates. Donc voilà, n'hésitez pas, je me tourne aussi vers Jean-Luc Salaberry de la FNCCR pour relayer le message. Les schémas locaux de la résilience, c'est l'avenir de nos réseaux. En tout cas, l'avenir est porteur et je suis sûr que la table ronde suivante pourra aborder la question des territoires connectés et durables. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup, Philippe. Donc, Michel t'a introduit. Je vais te proposer d'avoir la lourde tâche d'essayer de terminer cette table ronde, à moins que des questions surgissent dans la salle. Donc, est-ce que cette devise qu'on a proposée rayonne et bat aussi, j'imagine, en Corse? Est-ce que ça soulève des questions particulières, hein, notamment ces sujets de résilience, mais peut-être aussi de souveraineté? Le président en a dit quelques mots dans son introduction. Est-ce que le sujet de complétude aussi est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement? Et puis, je crois qu'il y a eu une adresse directe du président d'Infranum à ce qu'après, il y a 2 territoires qui ont annoncé la semaine dernière lancer un schéma local sur la résilience des réseaux. Est-ce que la collectivité pourrait être la 3e collectivité qui se porte candidate pour porter ce sujet résilience? La question est posée. Eh bien, écoute Hervé, alors pour te répondre d'abord, comme Zacharia, moi je suis haut fonctionnaire et à la fin il y a des élus. Je me retournerai vers le président. Sur ta dernière. Mais effectivement, j'ai entendu la proposition de Philippe avec attention. J'ai écouté tout le monde, mais j'ai écouté mes camarades de jeu avec attention également. Et en fait, je dirais que l'après ou l'immédiat, là, c'est continuer collectivement le terrain de jeu. C'est-à-dire d'abord continuer le raccord et justement le sujet de la complétude, contrôler, parce que les FAI, vous allez contrôler. Il y a un enjeu justement de qualité. Il y aura aussi un contrôle de la collectivité. On a une procédure dédiée sur le sujet qui est en cours de déploiement. Et j'insiste, c'est aller au bout. C'est-à-dire que le taux de pénétration, je veux que ce soit quelque chose du côté de la collectivité de réel. Et derrière ça, c'est vraiment la connexion à l'usager. Alors moi, comme tous les Corses, on a un village, 2 villages. Alors moi, je suis plutôt sudiste, je suis de Saute. Enfin, j'ai une double attache familiale, on va dire. Du côté de Saute à côté de Porto-Vecchio. Donc là, ça va. Quand je vois avec mes équipes, on n'est pas loin, voire même on a dépassé le nombre de prises. Alors, là, c'est juste un écart avec l'INSEE. Je vois que par rapport à la cible INSEE, on est au-dessus. Bon, en fait, juste cette commune s'est développée. Elle n'est pas loin de Porto-Vecchio, elle se déploie. J'ai une autre attache dans l'Alta-Roc, Sorbolane, 60 habitants. Et là, je suis bien en peine quand je vois des sous-traitants qui se déploient. Et je discute avec le maire du village, au bistrot du village, il est tout petit. Et en fait, je ne sais pas comment lui expliquer qui, quand et à quelle date il y aura une commercialisation, non pas à la FAI, mais à l'usager. Donc je pense que collectivement, il y a un sujet de communication. Derrière ce sujet de déploiement, effectivement, Zacharia l'a évoqué, il y a des contraintes. Lors du déploiement, il faut gérer d'abord, en fait, finalement, il faut gérer les transitions. Il faut gérer la fin du cuivre et l'arrivée de la fibre. Mais tant que la fibre n'est pas arrivée, il y a toujours le cuivre. Donc la Corse gère des marchés de montée en débit sur le sujet, gère aussi du haut débit mobile. Je me tourne vers Léa Baumier et là, petite digression sur les sujets de financement, parce que les sujets de financement public, privé, sur le mobile, la puissance publique a renoncé à des gros sous sur les cessions de fréquences. C'est une compensation et donc en gros, c'est pas un jeu tout à fait à somme nulle, mais quand même, c'est vis-à-vis des fournisseurs d'accès, c'est aussi un appui à y aller. Alors c'est le mobile, c'est pas la fibre, enfin le filaire, j'allais dire, mais il y a ce sujet-là. Donc il y a le sujet des lignes justement de l'aérien versus l'enterré. Je regarde avec mes équipes, moi je ne suis pas ingénieur, je suis administrateur. En gros, 100 € le mètre enterré.
3000 km en Corse de ligne, je vous laisse faire le calcul, ça fait très cher à enterrer. Donc là, je me tourne plutôt vers l'État ou vers et effectivement, ou vers la préfecture, peut-être une rallonge du PTIC. Ce n'est que... mais globalement, blague à part, c'est des vrais surcoûts. C'est une réalité et l'enterrement est un coût. Alors c'est un sujet patrimonial, la plupart de nos élus insistent sur le sujet. Il faut utiliser, parfois il y a des petits, on a d'autres partenaires, vous les avez évoqués, historique, Orange, EDF, donc il faut accompagner sur le sujet, mais globalement il y a ce sujet-là. Ensuite, il y a effectivement l'adressage, parce que pour pouvoir commercialiser, il faut adresser. Alors, le comité de massif a financé un certain nombre d'AMI pour, justement, tu l'as rappelé Zacharia, c'est une compétence communale, mais pour pouvoir lancer ces campagnes d'adressage. Quand bien même c'est une compétence communale et quand bien même je ne vais pas juste regarder si c'est bien financé. Le sujet, ça va être collectivement de regarder si ça match opérationnellement, si c'est déployé et qu'à la fin, ça permet justement d'arriver, de mettre de la fibre de bout en bout. Alors gérer les transitions, donc en fait là ce que je disais c'est finalement relier les Corses, relier la Corse aussi. On évoquait la résilience, la qualité du réseau en interne, mais il y a aussi la résilience de l'île. C'est une île, le président l'a évoqué, l'interconnexion. On a délibéré sur le principe de l'achat via un dispositif d'IREACT-EU de fonds européens d'un nouveau câble. Alors d'abord parce qu'on souhaite économiquement être lié, que la puissance publique participe de la gestion de ce réseau, parce que, sauf erreur de ma part, la liaison île-continent n'est pas régulée, donc ça permet aussi quelque part à la puissance publique d'intervenir sur le sujet. Deuxièmement, vous évoquiez la résilience. Là, on est dans une ère de conflit ou de crise. Les réseaux télécoms, c'est des réseaux stratégiques. Les strikes russes visent aussi ce type d'infrastructure. Donc avoir des infrastructures multiples et sécurisées, ça participe aussi d'une résilience stratégique. Bon, c'est donc raccorder la Corse. Et Philippe, je crois que tu l'évoquais aussi, c'est gérer l'écosystème et le modèle. Alors gérer au-delà, c'est-à-dire donc il y a la filière, mais là aussi on est dans le temps des crises. Ce matin, j'étais au conseil de surveillance, enfin un conseil stratégique d'un fonds d'amorçage. Je traite d'innovation, je suis au conseil de... Et là, donc un incubateur, enfin non, pas un incubateur, bon, en gros, un fonds d'investissement qui permet d'aider des petites startups ou des projets. 35% des projets sont liés peu ou prou au numérique. Donc, il faut être accordé. Mais on se posait la question de l'investissement associé. Mais il y a l'investissement financier, l'effet de levier associé. Est-ce que le modèle est viable? Mais il y a aussi l'investissement de capital humain. C'est-à-dire avoir encore une capacité d'ingénierie numérique est essentiel pour nous. Alors on a les métiers avec les apprentis qui ont été sur l'infra, mais il y a aussi les métiers de l'ingénierie du numérique. Et donc globalement, accompagner ces modèles par l'intervention ici, ce fonds est doté aussi par la collectivité de Corse et par des fonds européens, ça participe de ça. Sachant que les acteurs du numérique, actuellement, je pense que collectivement, on doit aussi regarder un peu le nouvel écosystème. C'est qu'actuellement, les taux d'intérêt montent, les matières premières montent, et peut-être aussi les salaires vont monter. Et donc, les boîtes du numérique qui souhaitent se développer vont devoir être accompagnées, et nous, collectivement, et la puissance publique va devoir regarder comment ça évolue, notamment en Corse, où c'est encore fragile. Là, on a dit qu'on allait vite, mais globalement, après, sur les usages ou sur les acteurs du numérique ou de l'innovation, il va falloir aussi les accompagner. Je pense que c'est un vrai enjeu. Voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que je... Voilà, je pense qu'il faut gérer vraiment l'immédiat. C'est ce que disait le président Simeone, être concret. Donc lui, il va être attentif au raccordement des innovants, mais aussi de nos familles dans les villages. Et deuxième chose, et le moyen et le long terme, qui est ces sujets de résilience, ces sujets d'accompagnement économique et peut-être de nouveaux modèles, comme tu l'évoquais. Merci beaucoup pour ces compléments, puis ces appels, concrètement, de peut-être ne pas se satisfaire de regarder et d'avoir
une image de ce que l'on a déployé, mais peut-être une visibilité. Au plus on avance dans le projet, au plus c'est important d'avoir une visibilité de la fin du projet. On le sait tous quand on est élu. Hein. Au plus on déploie, au plus ceux qui ne l'ont pas ne l'acceptent pas. Il y a un problème d'acceptabilité. Et pour les élus, la seule réponse qu'ils peuvent avoir à ce moment, comme vous me disiez, souvent quand on est un territoire rural et un président de proximité, c'est le président qu'on appelle et pouvoir tout simplement répondre de façon claire sur oui, ça arrive et ça arrive dans telle période, sans parler de jours, de mois, hein, mais simplement, je pense qu'une petite carte qui permettrait de visualiser la fin de cette belle histoire permettrait et accompagnerait grandement ce projet. Merci aux 4 intervenants. On a quelques minutes d'avance, donc si vraiment vous avez une question. Ah, ça y est, j'en vois une qui un bras qui se tend et un micro qui arrive. Merci beaucoup de donner le ton. C'est toujours la première question la plus difficile. Merci de cette intervention. Alors, je suis un fervent partisan de la fibre. Lionel le sait, et depuis des dizaines d'années. Je dirais que pour les zones qui sont extrêmement difficiles d'accès, il faut quand même lever les yeux au ciel. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux systèmes satellitaires. Je suis dans le domaine de l'espace en particulier. Il y a des bientôt, il va y avoir un satellite à très très haut débit qui va être lancé, qui va couvrir une bonne partie de l'Europe. Il y a les nouvelles constellations de satellites. Alors, on parle de satellites géostationnaires. C'est du haut débit, mais il y a la latence. Mais il y a ces nouvelles constellations de satellites qui vont arriver et qui vont avoir la capacité quand même à avoir du vrai débit, du vrai très haut débit. Alors, après, il faut faire un peu l'équation économique. Et surtout avec une latence basse, puisque ce sont des satellites à orbite basse. Donc, je pense que c'est important peut-être pour les vraiment derniers usagers de regarder ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Donc, je pense que c'est... en plus, le ciel de Corse est si beau qu'il suffit de regarder les étoiles. Voilà. Il y aura certainement des réponses complémentaires. Petite précision, quand vous regardez nos chiffres, si vous allez voir notre observatoire, effectivement, on parle toujours de généralisation de la fibre. Et toutes les stratégies et les déploiements qu'on fait, on a des scénarios à 97, 98. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un fil électrique dans toutes les maisons, que ce soit en Corse ou sur l'ensemble du territoire français. Et donc, il se peut fortement qu'il n'y ait pas une fibre dans toutes les maisons, comme il n'y a pas un fil électrique dans toutes les maisons. Je laisse peut-être que ce soit Kuiper ou Starlink, ça arrive, hein, et ça arrive vite d'ailleurs. Je laisse peut-être le directeur général de la collectivité ou le président de ce beau projet dire un mot sur ces sujets de technologie alternative ou complémentaires. C'est ça, ce sont des technologies qui sont vraiment complémentaires. On parlait à un moment donné des raccordements complexes. Ça fait partie des alternatives quand on a un raccordement complexe qui va nous coûter 10 000 ou 15 000 euros. Si à un moment donné, on se dit collectivement et avec l'État, le taux de raccordement des Français, c'est 99,x%. Ce X%, ce 100% moins ce 99,x% résiduel, il va falloir l'adresser. Il va falloir l'adresser soit par les technos 4G fixe aujourd'hui, 5G fixe demain, puisque au travers des solutions New Deal mobile, on devrait avoir une couverture globale du territoire national, soit au travers des solutions satellitaires, effectivement. La vocation du réseau, c'est vraiment d'adresser 100% des logements. Mais effectivement, cette complexité du raccordement et ce dernier mètre qui est quelque part au-delà du point de branchement optique peut être très pénalisant. Et donc, voilà, il faudra envisager à ce moment-là. Mais notre stratégie première reste d'adresser 100% des logements et de les rendre raccordables systématiquement. Zakaria, peut-être, je sais que l'État aujourd'hui a poursuivi sa politique en matière de guichet d'aménagement numérique, de cohésion numérique des territoires. Écoute, je reprends le même terme que toi. On ne parle pas, nous, de 100% fibre, on parle de généralisation de la fibre. Parce qu'il faut avoir un petit côté pragmatique. En revanche, la problématique des raccordements complexes où on doit la traiter, on en a déjà parlé, mais je souhaite en même temps
qu'aucun de nos concitoyens soit durablement éloigné de la fibre. Enfin, c'est ça mon sujet. C'est-à-dire si on trouve le moyen de se dire on n'est pas en mesure d'aller financer ce raccordement parce que, comme tu l'as dit Lionel, il est excessivement cher. Ok, c'est normal, on trouve d'autres solutions. Le point de branchement optique est installé, le raccordement n'est pas fait, mais je souhaite quand même qu'on réfléchisse à toutes les solutions qui nous permettront un jour d'offrir la fibre à tous les logements. Et je vous donne ma définition de la généralisation. Alors, attendez, quand je dis la mienne, c'est celle de l'ANCT. Elle est ce qu'elle est, elle ne vaut pas plus que cela. C'est se dire, à minima, la fibre doit arriver partout où le fil de cuivre arrivait. Voilà. Il y avait le fil de cuivre qui est dans un logement, la fibre doit au moins arriver là-bas. Et peut-être plus, en tout cas, on le souhaite. Donc oui, il y aura toujours, quelques dixièmes de pourcent, j'espère que ce sera epsilon, et qui, je l'espère, dans le temps, on trouvera des solutions pour leur offrir la fibre s'ils le souhaitent. Alors après, on ne contraindra personne à avoir la fibre. Hein. Enfin, encore une fois, si quelqu'un est très satisfait d'une solution hertzienne, que ce soit 4G ou 5G fixe ou satellite, écoutez, très bien, quoi. Michel, un mot en complément? Alors, et je vais laisser compléter après par Eric Ferrard ou ses équipes, parce que c'est un sujet opérationnel qui apparaît à la fois sur cette convention de DSP, mais aussi sur, je pense qu'on en parlera lors de l'atelier 3 relatif au New Deal de mobile. En fait, on s'aperçoit que le dernier mètre, effectivement, ou la zone difficile d'accès, parfois, il faut envisager d'autres solutions. Néanmoins, il y a un contrat actuellement. Et effectivement, on souhaite avoir cette généralisation. Donc pour l'instant, on tient ce contrat. Et parfois, les solutions alternatives proposées parfois coûtent... Le mètre est encore beaucoup, beaucoup plus cher. En fait, comment dire, les options avec par exemple sur le mobile, avec des lignes de crête où on passe de l'un à l'autre, parfois c'est 1, 2, 3 nouveaux points, 3 nouveaux raccordements. Et donc, en fait, parfois, il y a des arbitrages. Néanmoins, pour l'instant, sans vouloir me cacher derrière mon petit doigt, c'est l'obligation contractuelle. Sur la réponse technologique, je vais peut-être laisser Eric Ferrard l'évoquer, si tu veux. Qu'est-ce que tu en penses du satellite? Faut-il regarder le ciel? Est-ce qu'on peut donner un... Ah, voilà. Non, juste pour donner un autre point de vue que les points de vue que je partage et qui ont été évoqués ici, c'est par rapport à notre projet et l'appel d'offres que nous avons lancé. Quand nous avons lancé l'appel d'offres, on s'est dit, pour les 52 millions que l'on va investir dans la fibre en Corse, on n'ira jamais à 170 000, ça va être faramineux. Et donc, on avait fait un appel d'offres qui était segmenté en un cœur de réseau à 50 000 prises, et puis le reste... donc un autre paquet qui était à peu près de 50 000 prises encore, qui était financièrement atteignable, et puis le reste qui était pas atteignable du tout. Et quand on a mis notre marché en route, eh bien là on s'est aperçu que les choses avaient évolué. Entre le moment où on avait ces 3/3 de prises et dont 1/3 à un coût déraisonnable, mais on s'est aperçu que la nature du marché avait changé. D'un autre côté, les partisans du tout satellitaire étaient sur le terrain et faisaient des notes blanches au président en disant « Mais arrêtez tout, attendez le satellite d'Elon Musk ou les constellations, attendez la 5G ». Et on avait ce discours-là qui était un espèce de discours qui consistait à dire « la fibre, ce n'est pas l'avenir ». Et finalement, on s'aperçoit que l'initiative a bougé les lignes. A bougé les lignes en termes industriels, en termes de coûts de ligne, et on est allé beaucoup plus loin que finalement on pouvait l'espérer, c'est-à-dire que les 52 millions qui nous permettaient d'atteindre les 50 000 foyers nous ont permis d'en atteindre 170 000 en l'espace de 2 ans et d'un coup d'appel d'offres. C'est pour ça que je considère parfaitement les technologies comme complémentaires. Elles ne doivent pas être concurrentes, elles doivent être complémentaires. Mais pour penser l'aménagement du territoire, nous pensons que l'équité, c'est de donner accès à la fibre au plus grand nombre. C'est clair, mais je crois que c'est partagé par tous. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on est pile poil dans le timing. Non, c'est sûr.
Très bien, je crois que d'abord je remercie mes panélistes, vous pouvez même les applaudir, ouais, c'est vrai. Et je laisse peut-être la parole à notre animateur de l'après-midi pour la suite.